Bienvenue dans Laval en mille et une cultures. Dans cet épisode, nous allons parler d'interculturalisme et de bonheur. Nous recevons Marie-Hélène Vadius, présidente du Conseil interculturel de Montréal, et Rossana Brutsone, qui est coach en optimisme et journaliste du bonheur. Bonne émission. J'ai le plaisir d'avoir sur le plateau aujourd'hui Madame Marie-Hélène Vadius, présidente du Conseil interculturel de Montréal. Bonjour Madame Vadius. Madame Vadius, je sais que vous n'êtes pas juste au Conseil interculturel. Oui. Hein. Vous êtes aussi, je pense, à la Commission scolaire de Montréal. Oui, à la Commission scolaire de Montréal, qui est mon employeur principal, évidemment. Donc je suis directrice adjointe d'un centre d'éducation pour adultes. Oui, aussi au Conseil supérieur de l'éducation. Oui, je suis membre du Conseil supérieur de l'éducation. Je suis aussi également membre du comité consultatif des villes contre le racisme et la discrimination. D'accord. Et membre auparavant de deux autres conseils d'administration. Donc des jeunes et aussi Action Travail des femmes. Des femmes. En fait, vous êtes une femme très active, puis très impliquée au niveau des conseils d'administration, au niveau de la gouvernance aussi. Vous faites partie du groupe des 30. Oui, un tout nouveau groupe qui a été créé par Concertation Montréal. Tout nouvellement, il y a peut-être un mois, pour promouvoir en fait les gens issus des communautés culturelles à s'investir dans les conseils d'administration. Dans les conseils d'administration. En tant que femme et membre de ce groupe des 30, et comment vous ressentez l'élection de Valérie Plante à la mairie de Montréal? Et aussi, on a vu pendant ces élections qu'il y a eu 5 femmes qui ont brisé le plafond de verre, comme on dit. Qu'est-ce que ça vous fait? Bien sûr, on est très, très contents en tant que femme, d'abord, que Valérie Plante ait été élue. C'est quand même un gros pas en avant, et puis on espère que ça va inciter d'autres personnes, d'autres femmes à aller de l'avant et puis à s'impliquer et à ne pas hésiter surtout, parce qu'on a tendance à hésiter à s'impliquer. Mais est-ce que c'est une société un peu plus progressiste? On s'en va vers plus de représentation des femmes, plus d'idées progressistes aussi? On s'en va un peu plus vers l'égalité, en fait, de ce qui devrait être, vers l'équité, l'égalité. Donc oui, plus de représentation des femmes, mais on devrait avoir aussi plus de représentation de personnes qui nous représentent, que ce soit des communautés culturelles, des personnes ayant des handicaps, enfin toutes sortes de personnes. Ce qu'on retrouve dans la société devrait refléter nos instances. Nos instances. Oui. Ça va être un point, j'imagine, que vous allez aborder avec la nouvelle administration. Oui, bien sûr. Voilà. Avez-vous d'autres attentes par rapport à l'administration Plante? Qu'il y ait plus de... Mais je sais qu'il y a eu beaucoup de personnes issues de communautés qui se sont présentées, qui malheureusement n'ont pas été élues. Il en manque aussi qui devraient se présenter un peu plus. Donc peut-être travailler à inciter les gens issus des communautés à s'investir. À s'investir un peu plus. Oui. Oui. Vous avez aussi récemment sorti comme une analyse des recommandations qui avaient été faites à la SPVM concernant le profilage racial. Où en êtes-vous actuellement? Est-ce que la plupart des recommandations ont été appliquées ou il y a encore beaucoup de travail à faire? On doit suivre. C'est sûr que là, pendant les élections, on n'a pas vraiment travaillé et suivi là-dessus. Donc, il y a eu une commission qui a repris ces recommandations-là. Donc, bien sûr, on va s'atteler à suivre l'évolution. L'évolution. On va s'arrêter au Conseil interculturel de Montréal, dont vous êtes la présidente depuis 2016. Depuis un an. Depuis un an, voilà. C'est quoi le Conseil interculturel? Alors, c'est un conseil consultatif qui donne des avis et des recommandations à la municipalité, au maire de Montréal et au comité exécutif, aux élus, en fait, sur tout ce qui a trait aux relations interculturelles dans la ville. Donc, on travaille sur différents dossiers, que ce soit sur le profilage racial, que ce soit sur l'équité en emploi, les lieux de culte. On amène des recommandations. Des recommandations, d'accord. D'après vous, Madame Vadius, quel est actuellement l'état des relations interculturelles à Montréal? À Montréal, je pense que l'état est bon en général. Il y a quand même beaucoup de choses qui se font à Montréal, beaucoup comment dire,
d'investissement au niveau du fait des relations, des bonnes relations. On parle depuis plusieurs années de vivre ensemble à Montréal et je pense que c'est un état, on le voit de plus en plus. Mais bien sûr, il y a quand même des choses à améliorer, notamment sur l'emploi, l'emploi des gens issus des communautés culturelles, surtout des minorités visibles. Au sein même de l'administration montréalaise, il y en manque. On voit qu'il y a du travail à faire. Mais je suis confiante. Je suis vraiment confiante que ça ne peut qu'aller en s'améliorant. De toute façon, on n'a pas le choix. On représente à peu près 30% des personnes un tiers de la population est née à l'extérieur du Canada ou issus de l'immigration. Donc, ça ne peut pas, et ça va en augmentant, donc ça ne peut pas aller en reculant. Il faut que les choses s'améliorent. Oui. Mais vous attendez certainement à avoir beaucoup de travail, surtout qu'on s'en va vers une année électorale, provinciale et fédérale. On sait en général que les minorités visibles ou les communautés culturelles sont souvent au cœur d'élections. Comment, en tant que vous aussi, personne issue de l'immigration, vous vivez ça? Est-ce que vous pensez qu'il faut un appel au calme, mettons, vis-à-vis des partis politiques? Il faut un appel au dialogue, et puis surtout ne pas rentrer dans cette espèce de... Des fois, j'ai l'impression qu'on se sert de ça au niveau politique. Il y a un jeu qui se fait, et puis il faut surtout ne pas rentrer là-dedans. Il faut continuer à travailler pour le dialogue, continuer à travailler pour l'intégration, continuer à travailler pour le mieux vivre. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut y aller. Il faut y aller. OK, on va parler de la loi 62 qui vient de s'inviter dans les débats. Une loi très contestée. On a eu une manifestation de grande envergure à Montréal contre cette loi. Quelle est la position du Conseil interculturel? Est-ce que vous appuyez cette loi ou qu'est-ce que vous pensez de cette loi-là? Non, nous, on est... comment dire, il y a différentes personnes au sein du Conseil. Je ne peux pas parler pour chacun d'entre eux, mais c'est sûr qu'il y a des choses dans cette loi qui dérangent. Madame Plante en a parlé hier, en disant qu'elle allait travailler avec... hier, à Tout le monde en parle, en disant qu'elle allait travailler avec le comité sur la spécificité de Montréal, qui fait que cette loi ne peut pas s'appliquer totalement à Montréal. À Montréal, d'accord. Et la consultation sur le racisme et la discrimination aussi, qui vient d'être duliée en forum de l'emploi. Et un mandat qui a aussi été qui était confié à la Commission des droits de la personne. Et cette commission n'a aujourd'hui pas le pouvoir de continuer cette consultation. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Personne ne veut parler de la discrimination, il va falloir en parler. Oui, c'est sûr qu'il y a une discrimination qui se fait, on le voit, il manque de l'emploi, donc c'est sûr. Je n'ai pas vraiment suivi toute l'évolution, il y a eu des problèmes parallèlement au sein de la commission même des droits de la personne. Donc oui, il y a un travail à faire au niveau de la discrimination systémique et nous, au Conseil, on travaille là-dessus depuis plusieurs années et on va continuer à travailler là-dessus. D'accord. Vous n'étiez pas impliqué dans le processus? Non, pas du tout. Nous, on est vraiment pour l'administration montréalaise. C'est ça, on travaille avec l'administration montréalaise. D'accord. Mais personnellement, vous pensez, les gens ont peur de quoi? Pourquoi ne pas aborder la question comme ça a été fait en Ontario? Les gens ont discuté puis ont trouvé des solutions. Est-ce que c'est quelque chose de faisable? Oui, je suis certaine que c'est quelque chose de faisable. Est-ce que c'est la manière dont ça a été amené? Est-ce que c'est la récupération politique qui a été prise? Est-ce que c'est tout ça mélangé qui fait que, comme on l'a vu aussi avec la commission Bouchard-Taylor, que c'était difficile aussi? Mais je ne crois pas foncièrement que les gens aient peur d'en parler. Il va falloir en parler, il faut trouver le bon moyen de le faire. C'est ça. On revient au Conseil interculturel. Quels sont vos enjeux à l'horizon 2017 actuellement? Nous sommes en train de travailler sur 2 avis. Donc, un qui est la participation citoyenne des personnes issues des communautés culturelles. Donc, et puis, on le voit qu'il fallait vraiment... on se disait peut-être qu'on n'aurait pas dû le faire parce que les élections sont passées, mais on le voit vraiment qu'il faut le faire, qu'il faut continuer à travailler dessus parce qu'on voit avec les résultats qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, notamment des minorités visibles, qui ont été élues ou qui se sont présentées également. Puis, le deuxième avis sur lequel on travaille, c'est
pourquoi Montréal ne se doterait pas d'une politique interculturelle. On ne dit pas qu'il en faut une ou qu'il n'en faut pas, mais on essaie de voir ce qui se fait ailleurs et qu'est-ce qui pourrait être fait à Montréal, puisque de toute façon, Montréal a déjà beaucoup de politiques en faveur du mieux vivre ensemble. Donc, pourquoi ne pas regrouper tout ça dans une politique interculturelle. D'accord. Oui. Madame Vadius, vous êtes aussi une férue d'éducation. Oui. Oui, de votre travail au centre Champagnat. Oui. Voilà, puis au conseil de l'éducation. J'imagine que vous faites du bon travail. Oui, j'espère. Oui. Donc, au centre Champagnat, je suis directrice adjointe et je m'occupe des services pour les personnes ayant des besoins particuliers, des adultes, donc déficience intellectuelle, personnes ayant des handicaps, troubles d'apprentissage, troubles de santé mentale, etc. Puis, donc, c'est de leur donner des services, les amener à soit terminer leur secondaire ou à intégrer la société, soit par un métier ou une intégration sociale des personnes qui quelquefois ne peuvent pas travailler, mais qui peuvent faire du bénévolat ou autre chose. Donc, les aider, les accompagner vers ce cheminement-là. Voilà. Donc, avec toute une équipe. Une intégration qui est des fois aussi difficile, même au niveau des classes. Hein. C'est un problème qui se pose, je pense, au niveau de l'éducation. Oui, d'autres, mais le centre Champagnat est vraiment spécialisé pour ces personnes. Donc, ce n'est pas vraiment une intégration qui est difficile. Ce n'est pas vraiment quelque chose que les gens ne veulent pas, parce qu'ils sont là pour ça. Et puis, ce sont des gens qui y croient, les gens avec qui je travaille. Mais c'est de les amener de plus en plus à intégrer la société civile, c'est ça qui est plus difficile. Donc, un enseignement distinct, puis les amener à... Est-ce que ce n'est pas un peu en porte-à-faux, le fait de ne pas qu'ils soient dans des classes normales, puis qu'ils soient au contact d'autres élèves qui n'ont pas les difficultés d'apprentissage qu'ils ont? Il faudrait venir faire un tour dans le centre, parce que c'est tellement un centre multiservice, comme on dit. Il y a tout un mélange de clientèle, j'aime pas ce mot-là, mais il y a tout un mélange de clientèle là-dedans. Il y a des gens qui n'ont pas de difficultés, il y en a d'autres qui ont des difficultés, il y en a que c'est parce qu'ils ont des handicaps, mais ils n'ont pas de difficultés d'apprentissage. Donc, c'est tout ça. Dernièrement, on a fait un partenariat avec l'Auto-Québec. On a 16 élèves, 16 personnes qui vont intégrer, dont 8 ont déjà intégré les locaux de l'Auto-Québec pour faire des stages et qui ont été extrêmement bien accueillis. C'est des personnes en déficience moyenne à sévère. Donc, oui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, c'est ça. Pour finir, Laval s'en va sur les pas de Montréal en mettant sur place un conseil interculturel. C'est quoi votre conseil pour que ça se passe bien? C'est d'aller chercher le plus de personnes possibles issues de l'immigration, mais aussi issues de la société civile, de différents milieux de la société civile, que ce soit des personnes en éducation, des personnes dans le privé, du communautaire, un petit peu de tout. Et puis, voilà. Merci, Madame Vadius. Merci à vous. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de Laval en Mille et une cultures Rossana Brutzone. Bonjour Rossana. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien toi? Oui. Bon, Rossana, tu es milanaise, hein? Oui, je suis née à Gênes, mais j'ai vécu pendant 13 ans à Milan, donc je dis que je suis milanaise aussi, les deux. Bon. Et tu es arrivée à Montréal en 2013. Hein? Oui. D'accord. Oui. Tu es diplômée en sciences humaines de l'Université de Gênes. Tu as parlé de Gênes, ta ville de naissance. Oui. Tu as été professeure en Italie pendant 20 ans. Oui. 20 ans d'enseignement dans le domaine de l'art, je pense. Ben oui, alors j'ai utilisé aussi l'art. J'ai enseigné la littérature, l'histoire et la géographie, mais j'ai utilisé beaucoup l'art, la vidéo. D'accord. Je faisais des ateliers optimistes avec mes élèves. Tes élèves. On va parler de l'optimisme plus tard, là, qui te caractérise beaucoup. Tu as fait des cours de théâtre aussi, j'imagine. Oui, donc moi, je regarde ton parcours en Italie, bien rempli, 20 ans de vie professionnelle, sociale, culturelle, très remplie. Puis 2013, tu décides de venir à Montréal. Pourquoi?
Alors là, c'est une histoire. Alors à chaque fois que je la raconte, je remercie parce que j'adore la raconter parce que ça me donne une émotion, ça me touche toujours. Okay. Alors c'était un moment de ma vie où je sentais que j'avais besoin d'un changement, même si j'étais contente, comme justement tu dis, non, j'avais une vie bien remplie et j'adorais mes élèves à l'école et mes collègues. J'étais actrice aussi? J'étais actrice, oui, oui. J'avais fait quelques émissions de télé, puis je faisais aussi un live. J'ai senti tout simplement que j'avais besoin d'un changement, mais je n'aurais jamais imaginé que le changement voulait dire partir de Milan. Sauf que, comme j'avais besoin de quelques jours juste pour décrocher, alors je suis allée à Florence. Parce qu'une collègue devait y aller, mais à la dernière minute, elle n'a pas pu. Alors je suis allée à sa place, je profitais de l'occasion. Il y avait un peintre qui faisait un atelier de peinture à travers les émotions. Alors moi, c'est pas que je suis bonne en peinture, mais pas du tout. Les émotions, ça te touche. Mais oui, je me suis dit, si c'est à travers les émotions. Puis je dois dire que le gérant du bed and breakfast a été extraordinaire dans la façon dont il m'a expliqué ça. Non? Il m'a parlé de ce peintre avec un enthousiasme. C'est que l'origine, l'étymologie du mot enthousiasme, c'est le respire de Dieu, l'élan de Dieu. L'élan de Dieu, ouais. Alors là, ça m'a touché tellement. Comment il m'a parlé de ce peintre. Je dis, oh, je participe. À la fin de l'atelier, ce peintre et son épouse m'ont demandé si je voulais venir vivre. Regarde là, c'est le lapsus. Tu étais rentrée à vivre là, tu voulais visiter. Moi, j'étais déjà rendue. Oui, si je voulais visiter Montréal chez eux. Tu sais que quand j'ai eu cette proposition, cette suggestion, à ce moment-là, j'ai senti fort, ok, c'est ça le changement, je vais vivre à Montréal. Donc... tu as décidé de venir à Montréal. Mais c'est fou, tu sais, c'est comme quand tu tombes en amour, tu ne connais pas encore la personne, mais tu sais. Là, je savais. Tu avais l'intuition que tu allais aimer Montréal. Donc, quand tu es venue à Montréal, tu as continué à travailler dans ton domaine artistique, beaucoup. Oui, je dois dire qu'au début, j'étais juste touriste. Hein, ah, d'accord. Parce que j'ai senti cet appel fort. J'ai pris une année sabbatique à l'école. Et j'ai essayé de voir c'était quoi que je devais faire ici. C'était quoi ma mission ici. Et puis, j'ai découvert qu'il y avait la possibilité de faire une demande pour un permis de travail comme travailleuse autonome. Là, j'ai monté mon entreprise Neige en couleur. Et là, j'ai donné des ateliers d'écriture optimiste. Voilà, on va parler de l'optimisme parce que toi, tu te définis comme coach en optimisme et journaliste du bonheur. Oui. Voilà, ça consiste en quoi? Ça mange, comme on dit au Québec, ça mange quoi cette bête-là en hiver? Alors, la première vocation ici a été le coaching en optimisme parce que je me suis rendu compte déjà en Italie, en faisant les ateliers avec mes élèves, on avait un cahier des événements chanceux. On écrivait tous les jours ce qui se passait de beau, mais les toutes petites choses. Genre, je jouais au soccer. Il n'y avait pas d'orage, il y avait le soleil. Je l'écris. Donc, à ce moment-là, ils ont commencé à chercher les événements heureux partout, naturellement. Et c'était une contagion vraiment du bonheur. Et ici, j'ai fait ça dans des résidences pour personnes âgées, des bibliothèques, des centres communautaires, par exemple itinéraires. Et j'ai vu qu'il y avait une chose en commun. Entre tous ces lieux qui apparemment sont différents, mais il y avait la capacité de cueillir dans les petites choses du quotidien et du passé aussi, le bonheur. Voilà. Et alors je me suis dit, le coaching en optimisme, justement, c'est ça. C'est pas de vouloir nécessairement accompagner la personne à un objectif. Là, c'est le coaching traditionnel. Ici, c'est accompagner la personne à commencer à être heureuse dans sa situation. Et c'est ça l'objectif premier, non? Dans le sens que
Moi, je me base sur la méthode de la poule joyeuse. C'est quoi la méthode de la poule joyeuse? On va en apprendre des choses aujourd'hui. Hein? C'est quoi la méthode? La poule nous enseigne beaucoup. Parce que, alors, il y a un livre de Luigi Malerba, qui est un écrivain italien, qui a écrit Les poules pensives. Dans ce livre, il y a toutes sortes de poules qui représentent les types humains. Donc, la poule qui veut devenir sainte, la poule qui pense tout savoir, etc. Puis, il y a la poule joyeuse qui avait pris l'habitude de chanter à toutes les heures, même si elle n'avait pas pondu. Alors, voilà, c'est pas qu'elle ne pond pas. Mais donc, elle est heureuse quand même. Elle est heureuse, elle commence par être heureuse, puis après elle pondra. Elle va pondre. Oui. Ça a donné lieu d'ailleurs à un livre, votre coaching, puis votre approche du bonheur et de l'optimisme. L'optimisme en 21 jours, c'est ça? Alors, oui, c'est le défi optimiste, 21 jours de bonheur. Est-ce possible d'être optimiste en 21 jours? Oui, alors, le but, c'est d'acquérir l'habitude à l'optimisme. Alors, je pars de l'idée que l'optimisme peut être acquis, parce que moi aussi, je n'étais pas vraiment une grande optimiste. J'avais vécu des moments plus sombres, et je suis devenue optimiste à travers cette habitude à regarder et à raconter, puis à écrire aussi. Mais au début, c'était vraiment à raconter aux amis ce que je vivais de bon. Alors, ici, il y a comme un défi par jour, parce qu'on a étudié, même si, bon, il y en a qui disent que ce n'est pas vrai, mais moi, j'y crois, qu'il faut 21 jours pour acquérir une nouvelle habitude. Ouais. Alors là, il y a un défi par jour. Par exemple, parler à un inconnu, faire une surprise à quelqu'un, réévaluer un défaut comme une opportunité. Non? Des fois, on fait une erreur et puis on se rend compte que cette erreur-là nous amène à quelque chose de beau. Ça arrive aussi. Oui. Donc, il ne faut pas non plus exiger d'être parfait, alors que nos imperfections peuvent nous amener de belles surprises parfois. C'est en tout cas voir tout ce qui est positif dans sa vie en fait, pendant 21 jours, puis ça mènerait à l'optimisme. Ouais. Vous avez aussi écrit un autre livre sur votre chemin vers Compostelle. Oui, en route vers Compostelle. Voilà. Alors, ça donne lieu à des conférences. Vous préparez les gens à aller à Compostelle ou vous racontez votre expérience? Je raconte mon voyage intérieur, parce que pour moi, Compostelle a été surtout un voyage intérieur. Bien sûr, je peux donner des conseils parce que j'ai vécu l'expérience, mais moi, j'avais comme objectif de ne pas tout contrôler, de ne pas vouloir tout prévoir, tout prévenir. Non? Et je dois dire que le chemin de Compostelle m'a donné pas mal d'imprévus et donc m'a aidé beaucoup à grandir de ce côté-là. De ce côté-là. Ouais. On va parler de votre dernier projet, votre dernier bébé, qui est Montréal, la ville la plus heureuse. Vous êtes l'instigatrice de ce projet-là. Et ça consistait en quoi? Je pense que vous avez eu près de 1000 participants. Alors, de divers horizons? Oui, alors oui, il y a eu 1000 personnes autour du projet, on va dire à travers les réseaux sociaux qui nous ont soutenus, puis des ambassadeurs du bonheur qui nous ont aidés lors de la campagne de financement participatif, et 150 personnes de toute origine, âge, de toutes conditions, qui ont réalisé les capsules avec nous. Donc, les capsules, c'était quoi? On demandait aux personnes, pourquoi es-tu heureux à Montréal? Les personnes répondaient. Pourquoi? C'est que ça donne plein de raisons d'être heureuse à Montréal. Plein de raisons différentes. Mais la chose que je trouve vraiment très intéressante, c'est qu'on n'avait pas ciblé. Alors, il faut absolument avoir 2 personnes de cette origine, 4 de cette autre. Non, ça s'est fait vraiment naturellement parce que c'est ça, Montréal. C'est très facile de faire des rencontres diversifiées. Et je dois dire, ça a été super rare que les personnes ont refusé de faire les capsules. Et normalement, quand ça arrivait, c'était vraiment juste parce qu'elles étaient gênées. Mais sinon, la presque totalité des personnes qu'on a interviewées étaient très contentes et n'avaient pas de doute sur le fait d'être heureuses ici. Bon. Puis, ça a donné lieu aussi, je pense, à de belles rencontres. Vous avez eu des moments
de yoga ensemble. Oui. Donc, vous avez cultivé le bonheur ensemble, en fait. Oui, c'était très rassembleux. Alors, on a fait le yoga du rire, justement, lors d'un événement, le cri de joie au Mont-Royal. Même avant, même pendant la campagne, mais le cri de joie au Mont-Royal a été vraiment un événement très particulier parce qu'il y avait beaucoup de personnes, presque 200, toutes rassemblées au Mont-Royal, qui ont crié tout ensemble « Montréal est la ville la plus heureuse au monde ». Mais on a organisé ça sous forme d'événement, donc dans notre petit, naturellement, parce qu'il y avait la télé yoga du rire, puis il y a eu Jazz Street Montréal avec Simona, donc ils ont fait une danse, et donc voilà, il y avait Omni TV, donc on va dire, on a créé comme une occasion pour les personnes de se rassembler. Et maintenant, notre objectif, c'est que Montréal soit proclamée de façon plus officielle la ville du bonheur. Du bonheur. Ouais. Et pour finir, des projets pour l'avenir? Alors, nous, on a le projet de présenter le documentaire aussi dans des centres pour nouveaux arrivants. D'accord. Parce que il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui se sont exprimés et donc on pense que ce soit un bon bienvenu pour eux. Et alors, oui, justement, on va faire bientôt une levée de fonds pour ça. Oui, oui, avec Recette Impôt, cette entreprise d'économie sociale. On va vendre les pots pour Noël, donc restez à l'affût. Il y a vraiment de belles recettes. Et puis, on va faire une soirée le 21 à l'Artothèque, le 21 décembre. Et une soirée pré-Noël. On va faire une autre projection du documentaire. Voilà. Merci beaucoup, Rossana. Merci à vous, vraiment. Continuez à respirer le bonheur. Merci beaucoup, vraiment. C'était un grand plaisir. Merci de nous avoir suivis. Pour toute question, suggestion et information, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. À la semaine prochaine.